Un flic raciste a brisé le bras d'une enfant, il ne savait pas qu'il venait de s'attaquer à la fille d'une légende. Écoutez cette histoire, ressentez la rage qui monte en vous, et joignez-vous à nous pour crier justice. Si cette injustice vous révolte autant qu'elle nous déchire, laissez un « Justice pour tous » dans les commentaires et partagez cette histoire pour que la vérité éclate au grand jour, que le monde entende la voix d'une enfant brisée par la cruauté. Dans les rues paisibles de Wilmington, en Californie, sous un ciel où le soleil déclinait en une douce lueur orangée, Amélie Dubois, une fillette de 9 ans à l'âme rêveuse, marchait seule vers chez elle. Son carnet de croquis, rempli de dessins colorés de papillons et de paysages imaginaires, était serré contre sa poitrine, tandis qu'une pomme rouge brillait dans sa main, un petit trésor qu'elle avait gardé de son goûter. Les ombres longues des arbres dansaient sur le trottoir, accompagnant ses pas légers. Amélie ne chantait pas, ne courait pas, ne faisait rien d'autre que rentrer chez elle après son cours d'art, un moment qu'elle chérissait chaque semaine, où ses crayons donnaient vie à ses rêves. À seulement 2 rues de sa maison, une voiture de police noire et blanche, son moteur grondant comme une bête tapie, ralentit à ses côtés, brisant le calme de l'après-midi. L'officier Marc Vallier, un homme au visage taillé dans la pierre, aux yeux cachés derrière des lunettes de soleil bon marché, baissa sa vitre avec une lenteur presque théâtrale. Un sourire narquois tordait ses lèvres, révélant une arrogance froide. « Hé, petite, t'es perdue » lança-t-il, sa voix suintant de mépris, comme s'il parlait à une intruse plutôt qu'à une enfant. Amélie s'arrêta net, son cœur s'accélérant, mais elle répondit avec la politesse qu'on lui avait inculquée. « Non, monsieur, j'habite juste là-bas. » Elle pointa timidement la rue, sa petite main tremblant légèrement sous le poids de ce regard oppressant. « Carte d'identité » aboya Vallier, son ton aussi tranchant qu'un ordre militaire. Amélie, déconcertée, sentit une boule se former dans sa gorge. « J'ai 9 ans, » murmura-t-elle, sa voix fragile mais claire. « Je n'ai pas de carte. » Vallier ouvrit la portière d'un geste brusque, ses bottes claquant sur l'asphalte avec une force qui fit sursauter Amélie. Il se dressa devant elle, imposant, son ombre engloutissant la lumière autour d'elle. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'une accusation implicite. « À la maison » répondit Amélie, la peur s'infiltrant dans chaque mot. « Je viens du cours d'art. Ne joue pas à la maligne avec moi, gamine » grogna-t-il, ses yeux s'étrécissant derrière ses lunettes. Sans avertissement, il saisit son poignet frêle, ses doigts s'enfonçant dans sa peau comme des griffes. Amélie tressaillit, un gémissement de douleur lui échappant. « Je n'ai rien fait » chuchota-t-elle, ses yeux s'emplissant de larmes alors qu'elle tentait de se dégager. « Lâchez-moi, s'il vous plaît. » Mais Vallier resserra sa prise, un rictus cruel déformant son visage. « Les gamines comme toi, faut leur apprendre à obéir » cracha-t-il, ses mots empreints d'une haine viscérale. D'un geste violent, il tordit son poignet derrière son dos, ignorant ses cris désespérés. Le carnet de croquis s'écrasa sur le trottoir, ses pages s'éparpillant comme des rêves brisés. La pomme rouge roula dans le caniveau, abandonnée dans la poussière. Puis, un craquement atroce déchira l'air, un son si brutal qu'il semblait arrêter le temps lui-même. L'os du bras d'Amélie se fractura sous la force impitoyable de Vallier. Elle hurla, un cri déchirant qui résonna dans la rue déserte, un appel au secours que personne ne sembla entendre. Son petit corps s'effondra sur le bitume, son bras tordu dans un angle grotesque, la douleur la submergeant comme une vague implacable. Vallier se tenait au-dessus d'elle, le souffle court, une lueur de satisfaction malsaine dans les yeux. « C'est ce qui arrive quand on ne m'écoute pas », grogna-t-il, sa voix tremblante d'une colère mal contenue. Il tendit la main vers ses menottes, comme si cet enfant de 9 ans, gisant en pleurs, représentait une menace digne d'être enchaînée. Mais ce que Vallier ignorait, c'était qu'Amélie, formée par son père, Victor Dubois,
une légende des films d'action connue pour sa férocité autant que pour son charisme, avait déjà activé un raccourci d'urgence sur son téléphone. Une simple pression prolongée, un geste qu'elle avait répété maintes fois sous les instructions strictes de son père, connecta instantanément sa tante, Claire Moreau. Claire, une ex-militaire au tempérament d'acier, championne régionale de boxe et gardienne farouche de la fillette, décrocha immédiatement. À l'autre bout de la ligne, elle entendit tout, les insultes venimeuses de Vallier, les pleurs déchirants d'Amélie, et ce craquement écœurant qui lui glaça le sang. Sans prononcer un mot, Claire saisit ses clés, enfila un sweat à capuche et bondit hors de chez elle, ses poings serrés si fort que ses jointures blanchirent. « Tu as choisi la mauvaise enfant, salaud », murmura-t-elle, sa voix vibrant d'une rage contenue, son cœur battant comme un tambour de guerre prêt à exploser. À l'hôpital général de Wilmington, le chaos habituel des urgences s'arrêta net lorsque les ambulanciers firent irruption, portant une fillette noire aux bras visiblement fracturés, sans la moindre explication. Sophie, une infirmière au regard doux mais à la détermination inébranlable, s'avança immédiatement. « Qui l'a amené ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'inquiétude. « La police », répondit un ambulancier, le visage fermé. « Quel commissariat ?» insista-t-elle, sentant une colère sourde monter en elle. Ils n'ont rien dit. Ils l'ont laissé au bord du trottoir comme un vulgaire sac poubelle et ont disparu. Sophie sentit son estomac se nouer. Amélie, tremblante sur le brancard, répétait en boucle « Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait ». Ces mots, entrecoupés de sanglots, transperçaient l'âme de Sophie. En examinant la fillette, elle remarqua qu'elle serrait son téléphone dans sa main valide, l'écran affichant un appel en cours avec Claire Moreau, 32 minutes et counting. Les médecins s'activèrent, radiographie, antidouleur, attelle temporaire. Mais les pleurs d'Amélie ne cessaient pas, chaque gémissement comme un coup de poignard dans le cœur de Sophie. Ce qui fit bouillir son sang fut un appel reçu peu après l'admission d'Amélie. Marc Vallier, sans la moindre honte, avait contacté l'hôpital, prétendant qu'Amélie était une délinquante juvénile ayant résisté à une arrestation légale. Ce mensonge éhonté, cette tentative de salir le nom d'une enfant blessée, révulsa Sophie. Elle nota discrètement le numéro de l'appelant, jurant de le transmettre à quiconque pourrait rendre justice. Mais ce n'était pas tout. Sophie apprit d'un ambulancier qu'un passant, un homme d'âge moyen avec un smartphone, avait filmé l'agression sans lever le petit doigt pour aider Amélie. Pire encore, il avait posté la vidéo sur les réseaux sociaux avec un commentaire ignoble. « Ces gamins noirs causent toujours des problèmes. » Cette indifférence cruelle, cette complicité par le silence, fit trembler Sophie de rage. Elle jura de ne pas laisser cette injustice passer inaperçue. Claire, pendant ce temps, fonçait sur l'autoroute, chaque seconde amplifiant sa fureur. Les cris d'Amélie, le craquement de son os, les mots venimeux de Vallier tournaient en boucle dans sa tête, comme une tempête prête à tout balayer. Elle avait appris à Amélie ce raccourci d'urgence, un réflexe qu'elle espérait ne jamais voir utilisé. Son téléphone vibra, brisant le silence tendu. C'était Victor Dubois, en tournage à l'autre bout du monde, sa voix lourde comme un orage imminent. « J'arrive, Claire. Dis-moi tout. » Il lui a cassé le bras, Victor, répondit-elle, sa voix tremblant de rage contenue. Ce monstre l'a brisé et l'a abandonné comme un déchet. Un silence pesant s'installa, puis un grondement rauque. « Où est-il? » Il s'est enfui après l'avoir laissé à l'hôpital. « Trouve-le, Claire. Ne le laisse pas s'évanouir dans la nature. Je veux son nom, son visage, tout. »« Je l'ai déjà dans le viseur, » répondit-elle, ses yeux brillants d'une détermination froide, presque effrayante. À l'hôpital, Claire ne s'arrêta pas à l'accueil. « Je suis son contact d'urgence, » lança-t-elle, sa voix tranchante comme une lame d'acier. Amélie Dubois, 9 ans, bras cassés. Chambre, maintenant. Sophie, l'infirmière, la guida vers la chambre 6, ses propres mains tremblant d'indignation. En voyant Amélie,
si petite et fragile dans ce lit d'hôpital, son bras prisonnier d'une attelle temporaire, ses joues striées de larmes. Claire sentit une rage incandescente l'envahir, une colère si profonde qu'elle semblait consumer l'air autour d'elle. Elle s'agenouilla, serra doucement la fillette contre elle, murmurant « Je suis là, ma puce. Plus personne ne te fera de mal. Je te le promets. » Amélie, secouée de sanglots, s'accrocha à elle comme à une bouée. « Il m'a attrapé, Tati. Je lui ai dit mon nom, que papa était Victor Dubois. Il a ri, Tati. Il a ri, et il m'a fait mal. » Ces mots transpercèrent Claire comme une lame chauffée à blanc. Ce n'était pas une erreur, pas un malentendu. C'était une attaque ciblée, empreinte d'un mépris racial et d'une cruauté gratuite. Claire sortit son téléphone et joua l'enregistrement de l'appel d'urgence. La voix tremblante d'Amélie emplit la pièce. « S'il vous plaît, arrêtez. Ça fait mal. Je n'ai rien fait. » Puis le craquement suivi des insultes de Vallier. « Les gamines comme toi, faut les mettre. » Sophie, qui écoutait, pâlit, une main plaquée sur la bouche. Une autre infirmière, Louise, une femme d'âge mûr avec des années d'expérience, murmura « Ce flic est un monstre. » Louise révéla un détail supplémentaire qui fit bouillir le sang de Claire. Vallier avait un historique de plaintes pour brutalité, mais toutes avaient été étouffées par le commissariat. « Ils protègent les leurs », chuchota Louise, la voix tremblante d'amertume. Claire, les yeux brûlants de colère, demanda « Vous savez qui c'était ?» Sophie répondit « Pas encore, mais il a appelé l'hôpital pour salir son nom. J'ai son numéro. Je vais vous le donner. » Claire consulta les registres des ambulanciers, fouillant avec une précision militaire. Elle trouva une piste. Unité de patrouille 73D, mais aucun nom d'officier. Elle prit une photo du document et appela immédiatement un contact, le sergent Maria Duval, d'Internal Affairs, une femme connue pour son intégrité dans un système corrompu. « Maria, un flic a brisé le bras d'une fillette de 9 ans. J'ai des preuves. Trouve-moi son nom, tout de suite. Envoie-moi tout ce que tu as. » répondit Maria, sa voix tendue mais professionnelle. 10 minutes plus tard, Maria rappela, sa voix grave. « Marc Vallier, badge 5372, division Wilmington. Il n'était même pas en service. Il a pris la voiture sans autorisation. » Claire sentit une vague de dégoût l'envahir, mais ce qui l'a mis hors d'elle fut le message de Sophie, envoyé juste après. Le passant qui avait filmé l'agression, un certain Jacques Lemoine, avait non seulement refusé d'aider Amélie, mais il avait vendu la vidéo à un site à sensation pour quelques centaines de dollars, accompagné d'un commentaire raciste. « Ces gamins noirs causent toujours des problèmes. » Cette indifférence, cette exploitation de la souffrance d'une enfant fit trembler Claire de rage. Elle jura que Lemoine, tout comme Vallier, répondrait de ses actes. Alors qu'Amélie reposait sous sédatif, son petit corps épuisé par la douleur et la peur, Claire se tenait devant la chambre, les bras croisés, son regard fixé sur l'horizon comme un prédateur traquant sa proie. Son téléphone vibra à nouveau. « Maria Duval. J'ai localisé Vallier. Il mange tous les dimanches à Benny's Grill, même heure, même table. Ne fais rien d'irréfléchi, Claire. » Claire esquissa un sourire glacial, ses yeux brillants d'une détermination implacable. « Pas encore. » Elle demanda à Sophie de lui envoyer l'enregistrement du passant, qu'elle transmit immédiatement à Maria. « Ce type a filmé une enfant en train de souffrir et s'en est moqué. Il est complice par son silence. Trouve-le. » Maria promit d'enquêter, mais Claire savait que la justice officielle serait trop lente, trop compromise. Elle devait agir, et elle devait le faire maintenant. Claire se rendit à Benny's Grill, un dîner miteux où Vallier, inconscient de la tempête qu'il avait déclenchée, riait bruyamment, un burger à moitié mangé devant lui, plaisantant avec un autre client comme si de rien n'était. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsqu'elle entra, attirant tous les regards. Les conversations s'éteignirent, l'air devenant lourd. Claire s'approcha de la table de Vallier, son pas mesuré,
son visage impassible, mais ses yeux brûlants d'une colère contenue. Vallier leva les yeux, agacé, sa fourchette suspendue à mi-chemin. « Je peux vous aider ?» grogna-t-il, son ton dégoulinant d'arrogance. Sans un mot, Claire posa son téléphone sur la table et lança l'enregistrement. La voix d'Amélie emplit le restaurant. « S'il vous plaît, arrêtez. Ça fait mal. Je n'ai rien fait. » Le craquement de son bras résonna comme un coup de tonnerre, suivi des insultes de Vallier. Le silence tomba, pesant, oppressant. Les clients retinrent leur souffle. Vallier blêmit, ses mains tremblant tellement qu'il renversa son verre. « D'où tu sors ça ?» bégaya-t-il, sa voix tremblante. « Tu sais qui est cette gamine ?» demanda Claire, sa voix basse, vibrante d'une rage froide. « Elle a résisté, » mentit-il, ses yeux fuyants. « C'est la fille de Victor Dubois, » répondit-elle, chaque mot comme un coup de marteau. « Et moi, je suis Claire Moreau. » Vallier tenta de se lever, son visage livide, mais Tom, le serveur, un homme robuste avec une cicatrice sur la joue, bloqua la sortie. Tom avait vu la vidéo virale de Lemoine et reconnu la voix d'Amélie dans l'enregistrement. « Tu restes là, ordure !» lança-t-il, sa voix grondante. Claire glissa un napkin vers Vallier, sur lequel elle avait griffonné à l'encre noire. « Chambre 6, Wilmington General, 9 ans, bras cassé, audio, témoin, enquête interne. Quand mon frère arrivera, tu supplieras pour ta vie. » Vallier ouvrit la bouche pour proférer une insulte raciste, mais Claire abattit ses deux mains sur la table, faisant trembler les assiettes et les verres. « Tu as brisé la mauvaise gamine, Marc, » dit-elle, sa voix si basse qu'elle semblait vibrer dans l'air. « Et maintenant, je vais briser tout ce que tu es. » Les clients autour commencèrent à murmurer, certains se levant, leur téléphone déjà sorti pour filmer. Dehors, une foule commençait à se former, alertée par le tumulte. Mais l'indignation ne s'arrêta pas là. Sophie, l'infirmière, envoya un message à Claire, révélant une nouvelle abomination. Paul Garnier, un collègue de Vallier, l'avait appelé pour la menacer. « Si tu parles, ta carrière et c'est fini. Et on sait où tu habites », avait-il sifflé, sa voix pleine de venin. Sophie, terrifiée mais résolue, avait enregistré l'appel et l'envoya à Claire. Ce complot, cette tentative éhontée d'étouffer la vérité, fit monter la rage de Claire à un niveau incandescent. Elle transmit l'enregistrement à Maria, ajoutant « Ce n'est pas juste Vallier, c'est tout un système pourri. Garnier, Lemoine, tous ceux qui laissent faire. Ils vont tomber. » Maria répondit « Envoie-moi tout, je vais creuser. » Mais Claire savait que la justice officielle ne suffirait pas. Elle devait frapper fort, et elle devait le faire maintenant. Alors que Claire quittait le restaurant, son téléphone vibra à nouveau. « Maria, la serveuse a appelé, elle a tout vu. Les clients sont furieux, ils parlent de manifester. » Claire sourit, un sourire froid mais déterminé. « J'ai juste laissé tomber un peu de vérité sur sa table. » À l'hôpital, Amélie dormait, son plâtre couvert de messages des infirmières. « Tu es une guerrière, la justice arrive. » Mais Claire savait que ce n'était que le début. Vallier, Garnier, Lemoine et tous ceux qui protégeaient ces monstres ou fermaient les yeux allaient payer. Elle ne s'arrêterait pas. Pas tant qu'Amélie et toutes les autres victimes silencieuses n'auraient pas obtenu justice. Écoutez, partagez et hurlez votre colère avec nous. Laissez un « justice pour tous » dans les commentaires pour montrer que vous refusez cette injustice. Ensemble, faisons trembler les murs de l'oppression et donnons une voix à ceux qu'on veut faire taire. La vidéo de l'agression d'Amélie Dubois, postée anonymement par Sophie, l'infirmière au cœur brisé, éclata sur les réseaux sociaux comme une déflagration, secouant les consciences et attisant une fureur collective qui menaçait d'embraser Wilmington. En quelques heures à peine, les cris déchirants d'une fillette de 9 ans,
le craquement écœurant de son bras brisé sous la brutalité de l'officier Marc Vallier, et la voix arrogante de ce dernier, dégoulinante de mépris raciste, avait été entendue par des millions de personnes à travers le pays. Chaque rediffusion de l'enregistrement était un coup de poignard dans le cœur du public, chaque supplication d'Amélie. « S'il vous plaît, arrêtez, ça fait mal. » Chaque insulte venimeuse de Vallier, « Les gamines comme toi, faut les mater », ravivait une colère si profonde qu'elle semblait faire trembler les murs de la ville. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, des milliers de messages inondant les plateformes, clamant « Justice pour Amélie », avec une ferveur qui transformait la douleur en un cri de ralliement. Mais le commissariat de Wilmington, loin de plier sous cette vague d'indignation, riposta avec une perfidie qui repoussa les limites de l'ignoble. Ils diffusèrent une vidéo truquée, un montage grossier et méprisable où les images d'Amélie, pleurant et implorant, étaient manipulées pour la faire passer pour une délinquante violente, ayant attaqué Vallier. Ce mensonge éhonté, cette tentative odieuse de salir une enfant innocente, transforma l'indignation en une rage incandescente, une tempête de colère qui menaçait d'engloutir tout sur son passage. Les internautes, les familles, les militants, tous hurlaient leur dégoût face à cette manipulation abjecte, mais le commissariat, dirigé par le chef corrompu Bernard Lefebvre, croyait pouvoir étouffer la vérité sous un déluge de propagande et d'intimidation. Claire Moreau, la tante d'Amélie, une ex-militaire dont la colère brûlait comme un feu inextinguible, reçut la vidéo truquée alors qu'elle quittait Benny's Grill, où elle venait de confronter Vallier avec une froideur qui avait fait trembler le restaurant. En visionnant les images falsifiées, son sang se glaça. Amélie, une fillette de 9 ans, était dépeinte comme une criminelle, ses cris de douleur transformés en une soi-disant agression contre un officier. Cette manipulation n'était pas seulement une attaque contre Amélie, mais une gifle retentissante à toutes les victimes de brutalité policière, un crachat au visage de la justice elle-même. Claire serra son téléphone si fort que ses jointures blanchirent, ses yeux lançant des éclairs de fureur. « Ils pensent pouvoir salir son nom ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante d'une rage si intense qu'elle semblait vibrer dans l'air. « Ils vont apprendre ce qu'il en coûte de s'attaquer à une Dubois. » Elle envoya immédiatement la vidéo truquée à Maria Duval, son contact au sein d'Internal Affairs, avec un message aussi tranchant qu'une lame. « C'est une déclaration de guerre. Trouve-moi qui a fait ça, et vite. » Maria répondit, sa voix tendue mais déterminée. « Je suis dessus, Claire. Mais fais attention, il joue sale. » Pendant ce temps, Victor Dubois, le père d'Amélie, une légende du cinéma d'action, dont la présence imposante intimidait même à des milliers de kilomètres, était encore en tournage à l'étranger, sur un plateau où les explosions et les cascades semblaient bien pâles face à la réalité qu'il affrontait. Il appela Claire, sa voix grondante comme un orage sur le point d'éclater. « Comment va ma fille ?» demanda-t-il, chaque mot chargé d'une tension palpable, comme si le monde entier pouvait sentir la tempête qu'il portait en lui. « Elle est stable, mais brisée, Victor, » répondit Claire, son ton dur mais vibrant d'émotion. « Ils ont diffusé une fausse vidéo pour la faire passer pour une délinquante. Ils veulent la détruire, elle et nous tous. » Un silence lourd s'installa, si pesant qu'il semblait étouffer l'air. Puis Victor parla, sa voix basse, presque un grognement. « Trouve-les, Claire. Vallier, ceux qui le protègent, ceux qui ont osé toucher à ma fille. Je veux leur nom, leur visage, leur vie. Quand j'arriverai, ils supplieront pour leur misérable existence. » Claire hocha la tête, bien qu'il ne puisse la voir. « Je m'en occupe. Reste calme, Victor. On va les écraser, mais on le fera bien. » Il raccrocha sans un mot, mais Claire sentit la fureur qu'il ramenait avec lui, une force brute prête à tout balayer. À Wilmington, la colère du public atteignit un point de non-retour. Des manifestations spontanées éclatèrent devant le commissariat, des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de personnes brandissant des pancartes où s'étalaient les mots « Justice pour Amélie »,«
Stop à la brutalité et protéger nos enfants. Des mères pleuraient en tenant des photos de leurs propres enfants, des étudiants scandaient des slogans avec une passion brûlante, et des militants dénonçaient un système corrompu jusqu'à la moelle. Mais ce qui transforma cette colère en une véritable explosion de rage fut un événement qui fit trembler la ville. Un groupe de contre-manifestants, des hommes payés par des alliés de Bernard Lefebvre, surgit soudain, armés de battes, de chaînes et de hurlements racistes. Ils attaquèrent les manifestants pacifiques, visant particulièrement les plus vulnérables. Une adolescente de 16 ans, Lila, qui portait une pancarte disant « Les enfants ne sont pas des cibles », s'effondra sous les coups, le visage en sang, sa pancarte brisée à ses pieds. Les images de cette attaque, filmées par des dizaines de téléphones, devinrent virales en quelques minutes, attisant une fureur collective qui semblait prête à renverser le commissariat lui-même. Comment osait-il? Comment osait-il non seulement briser une enfant, mais aussi attaquer ceux qui demandaient justice? Les cris de Lila, les insultes racistes des agresseurs et l'indifférence des officiers qui regardaient sans intervenir firent bouillir le sang de tous ceux qui voyaient ces images. Claire, alertée par les nouvelles, visionna les images de l'attaque contre Lila. Ses poings se serrèrent si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, laissant des marques rouges. Elle contacta immédiatement Julien, un ancien policier licencié pour avoir dénoncé les abus de ses collègues, un homme marqué par des années de lutte contre un système qu'il avait brisé. Julien, la voix rauque et amère, lui révéla une vérité qui la fit trembler de rage. Vallier n'était que la pointe de l'iceberg. Bernard Lefebvre, le chef de police, recevait des pots de vin pour étouffer les plaintes contre des officiers comme Vallier. Julien lui remit un dossier compromettant, épais comme un livre, contenant 3 plaintes contre Vallier pour brutalité, toutes classées sans suite grâce à l'intervention de Lefebvre. « Ils m'ont viré quand j'ai voulu parler », dit Julien, ses yeux hantés par le souvenir de son combat perdu. Lefebvre dirige ce commissariat comme une mafia, Claire. Il a des amis haut placés, des politiciens, des juges. Claire, les yeux brillants de colère, murmura « Alors, on va démanteler leur empire, brique par brique. » Elle prit des photos des documents, chaque page alimentant sa détermination, et les envoya à Maria Duval avec un message. « Lefebvre est le cerveau. Trouve-moi tout ce que tu peux sur lui, ses connexions, ses comptes bancaires, tout. » Mais la rage de Claire monta encore d'un cran lorsqu'elle reçut un appel de Sophie, l'infirmière, dont la voix tremblait de peur et de colère. Sophie révéla que Paul Garnier, un collègue de Vallier, s'était présenté à l'hôpital en personne, l'avait coincé dans un couloir sombre et lui avait sifflé à l'oreille. « Si tu continues à fouiner, on saura où trouver ta famille. Tu veux que tes enfants finissent comme cette gamine? » Sophie, terrifiée mais résolue, avait enregistré la menace sur son téléphone et l'envoya à Claire. Cet acte de lâcheté, cette tentative éhontée d'intimider une femme qui n'avait fait que défendre une enfant, fit bouillir le sang de Claire. Elle jura que Garnier, tout comme Vallier, paierait pour son arrogance. « Ils pensent pouvoir nous faire taire ?» murmura-t-elle, ses yeux fixés sur l'horizon, où le soleil couchant semblait refléter la tempête qui grondait en elle. « Ils vont voir ce que c'est qu'une Moreau en colère. » Les manifestations grossissaient à vue d'œil, alimentées par la vidéo truquée et l'attaque brutale contre Lila. Les médias nationaux s'emparèrent de l'histoire, diffusant l'enregistrement de l'appel d'urgence d'Amélie en boucle. Certains avec des avertissements, d'autres sans, chaque rediffusion amplifiant la douleur et la colère du public. Lorsque l'identité d'Amélie, fille de Victor Dubois, fut confirmée, l'histoire devint personnelle pour des millions de personnes. Ce n'était plus seulement une affaire locale, c'était une bataille pour la justice, une guerre contre un système qui protégeait les monstres et écrasait les innocents. Vallier, sentant de la pression devenir insoutenable, désactiva ses comptes sur les réseaux sociaux, éteignit son téléphone et se terra chez lui. Mais il était trop tard. 2 camionnettes de presse campaient devant sa maison,
leurs caméras braquées sur chaque fenêtre, tandis qu'un drone survolait son jardin, capturant ses moindres mouvements. À l'hôpital, Amélie, sous sédatif, reposait dans son lit, son plâtre couvert de messages des infirmières. « Tu es une guerrière, la justice arrive. » Mais Claire savait que ces mots, aussi sincères soient-ils, ne suffiraient pas. Il fallait frapper, et frapper fort. Claire retourna à Benny's Grill, où elle avait confronté Vallier la veille. Cette fois, elle n'était pas seule. Tom, le serveur qui avait bloqué Vallier, l'attendait à l'entrée, son visage marqué par une colère contenue, mais brûlante. « Les clients n'arrêtent pas de parler de ce qu'il a fait, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Ils veulent le voir payer, Claire. Toute la ville est avec vous. » Claire hocha la tête, son regard dur comme l'acier. « Il paiera. Et pas seulement lui. Lefebvre, Garnier, tous ceux qui le protègent. » Elle entra dans le diner, où l'atmosphère était électrique, presque suffocante. Les clients, ayant reconnu Claire grâce aux vidéos virales, se levèrent, certains applaudissant, d'autres murmurant des mots de soutien. Claire s'approcha de la table où Vallier s'était assis, désormais vide, mais elle posa son téléphone au centre et relança l'enregistrement. La voix d'Amélie emplit à nouveau le restaurant. « S'il vous plaît, arrêtez, ça fait mal. Je n'ai rien fait. » Le craquement de son bras résonna comme un coup de tonnerre, suivi des insultes de Vallier. Les clients se figèrent, certains pleurant ouvertement, d'autres serrant les poings si fort que leurs phalanges craquaient. Tom s'avança, sa voix grondante. « Cet homme est une honte. Il ne mérite ni son badge, ni sa liberté. » La foule éclata en cris de soutien, scandant « Justice pour Amélie !» avec une ferveur qui fit trembler les vitres. Mais ce qui fit monter la rage à un niveau presque insoutenable fut une nouvelle révélation de Sophie. Elle envoya à Claire un enregistrement qu'elle avait surpris à l'hôpital, une conversation entre Bernard Lefebvre et Paul Garnier dans un couloir sombre. « On enterre ça comme d'habitude », disait Lefebvre, sa voix froide et calculatrice. « Personne ne croira une gamine contre nous, surtout pas une comme elle. » Garnier riait, ajoutant « On a déjà la vidéo truquée pour la faire taire. Le public gobera tout. » Ces mots, cette arrogance, cette certitude d'impunité firent trembler Claire de fureur. Elle transmit l'enregistrement à Maria Duval avec un message brûlant. « Lefebvre est le cerveau. Garnier est son chien. Et ils pensent pouvoir écraser une enfant. Détruisez-les. » Maria répondit. Ça va être compliqué, Claire. Lefebvre a des connexions jusqu'en haut, des politiciens, des juges, même des médias. Mais je vais creuser. Envoie-moi tout ce que tu as. À l'hôpital, Amélie ouvrit les yeux pour la première fois depuis des heures, son visage pâle mais ses yeux cherchant ceux de Claire. « Tati, est-ce qu'ils vont me faire encore du mal ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante mais teintée d'un courage fragile. Claire s'agenouilla, prenant sa main avec une douceur infinie. « Non, ma puce, plus jamais. Je vais m'assurer que le monde entier sache ce qu'ils t'ont fait, et ils paieront pour chaque larme que tu as versée. » Amélie hocha la tête, ses yeux brillants de larmes, mais aussi d'une lueur d'espoir. Claire sentit son cœur se serrer, mais sa rage ne fit que croître. Ce n'était pas seulement pour Amélie qu'elle se battait désormais, mais pour Lila, pour toutes les victimes que ce système pourri avait écrasées, pour tous les enfants dont les voix avaient été étouffées par la peur et la corruption. Alors que la nuit tombait sur Wilmington, la ville n'était plus silencieuse. Les manifestations s'intensifiaient, les pancartes lumineuses scintillant dans l'obscurité, les voix des habitants s'élevant comme un chœur de colère et d'espoir. Des mères tenaient leurs enfants dans leurs bras, des adolescents peignaient des slogans sur les murs, et des anciens officiers, écœurés par leurs collègues, rejoignaient la foule. Mais Claire savait que la bataille ne faisait que commencer. Vallier, Garnier, Lefebvre et tous ceux qui les protégeaient formaient un mur d'injustice qu'elle était déterminée à abattre, pierre par pierre. Elle reçut un dernier message de Maria. « J'ai trouvé des dossiers sur Lefebvre.
Des paiements suspects, des plaintes enterrées, des connexions avec des entreprises privées. On le tient, Claire. Claire sourit, un sourire froid, presque dangereux, qui semblait promettre une tempête encore plus grande. Alors, commençons à tirer sur les fils, répondit-elle. La vérité était une arme, et elle était prête à l'utiliser pour tout détruire. Si cette histoire vous met en rage, si l'injustice vous brûle comme elle nous consume, laissez un « justice pour tous » dans les commentaires et partagez ce récit pour que la voix d'Amélie résonne dans le monde entier. Si vous refusez de tolérer cette corruption, montrez votre soutien en likant cette vidéo. Et ensemble, faisons trembler les fondations de ce système pourri jusqu'à ce qu'il s'effondre. Le procès de Marc Vallier s'ouvrit sous une tempête de projecteurs, transformant la salle du tribunal du comté de Los Angeles en une arène où la justice elle-même semblait être mise à l'épreuve. L'air était saturé d'une tension si palpable qu'elle semblait vibrer dans chaque respiration, chaque regard échangé entre les spectateurs. La salle était comble, les gradins remplis de parents, de militants, d'anciens officiers écœurés par leurs collègues et de victimes silencieuses venues chercher une lueur d'espoir. Amélie Dubois, une fillette de 9 ans dont le courage surpassait son frêle corps, se préparait à témoigner, son bras encore prisonnier d'une attelle, ses yeux brillants d'une détermination farouche, comme si elle portait en elle la force de tous ceux qui avaient été brisés avant elle. Mais la rage qui grondait dans la salle, dans les rues, dans le cœur de millions de personnes, n'était pas seulement alimentée par l'agression d'Amélie. Elle était attisée par une série d'attaques ignobles orchestrées par un système désespéré de protéger ses secrets. Le commissariat de Wilmington, sous la houlette du chef corrompu Bernard Lefebvre, avait intensifié ses efforts pour discréditer Amélie et sa famille, allant jusqu'à des extrêmes qui transformèrent de l'indignation collective en une fureur volcanique, prête à tout engloutir. Une abomination nouvelle fit bouillir le sang de tous. Le site web de l'initiative Poing d'Acier, créé par Claire Moreau et Victor Dubois pour exposer les abus policiers, fut victime d'un piratage massif. Des informations personnelles sur Amélie et Claire, y compris leur adresse privée, des photos volées d'Amélie à l'hôpital et même des messages falsifiés pour faire passer Claire pour une agitatrice violente furent diffusés en ligne. Cette violation, ce mépris flagrant pour la vie et la dignité d'une enfant déjà traumatisée, était plus qu'une attaque. C'était une déclaration de guerre contre la vérité, un crachat au visage de la justice. Claire, dont la rage était devenue une force presque surnaturelle, découvrit le piratage au cœur de la nuit, son téléphone vibrant sous une avalanche de notifications. Les hackers, probablement engagés par les alliés de Lefebvre, avaient publié une photo d'Amélie, endormie dans son lit d'hôpital, ses traits tirés par la douleur, accompagnés d'une légende cruelle. Une gamine qui cherche les ennuis. Ils avaient aussi diffusé des textos truqués, prétendant que Claire avait menacé des officiers, la dépeignant comme une femme instable, prête à tout pour semer le chaos. Cette tentative de salir leur réputation, de terroriser une enfant déjà brisée, fit trembler Claire de fureur. Elle serra son téléphone si fort que l'écran sembla prêt à se fissurer, ses yeux lançant des éclairs dans l'obscurité. « Ils pensent pouvoir nous effrayer ?» murmura-t-elle, sa voix basse, vibrante d'une colère si intense qu'elle semblait consumer l'air autour d'elle. « Ils vont regretter d'avoir seulement pensé à elle. » Elle contacta immédiatement Julien, l'ancien policier qui lui avait fourni les dossiers sur Lefebvre. Julien, marqué par des années de combat contre un système corrompu, répondit d'une voix rauque. « C'est un boulot de pro, Claire. Ils ont des ressources, probablement des entreprises privées liées à Lefebvre. Mais je vais trouver d'où ça vient, même si je dois fouiller chaque serveur du pays. » Claire hocha la tête, son esprit déjà en train de planifier la contre-attaque. « Fais vite, Julien. Ils ont franchi une ligne, et je vais m'assurer qu'ils le paient cher. » Pendant ce temps, Victor Dubois atterrit à Los Angeles, son retour marquant l'arrivée d'une tempête humaine. Sa silhouette imposante, forgée par des décennies de rôles de héros implacables, semblait projeter une ombre menaçante sur Wilmington. Les journalistes l'attendaient à l'aéroport,
leur caméra braquée sur lui, mais Victor ne leur accorda pas un regard. Ses yeux, brûlants d'une fureur contenue, étaient fixés droit devant, comme un prédateur traquant sa proie. Il rejoignit Claire dans un lieu sécurisé, loin des regards indiscrets, une maison discrète protégée par des gardes armés. « Où en sommes-nous » demanda-t-il, sa voix comme un grondement sourd, chaque mot chargé d'une menace à peine voilée. « Ils ont piraté notre site, » répondit Claire, son ton dur comme l'acier. « Ils ont publié des photos d'Amélie, Victor. Ils la ciblent encore, et ils ne s'arrêteront pas. » Victor serra les poings, ses articulations craquant sous la pression, son visage impassible, mais ses yeux trahissant une rage qui semblait prête à tout détruire. « Où est-elle? » « En sécurité pour l'instant, » dit Claire. « Mais ils sont prêts à tout pour nous faire taire. » Victor hocha la tête, son regard brûlant d'une détermination froide. « Alors, on ne s'arrête pas non plus. On va les écraser, Claire. Jusqu'au dernier. » La menace contre Amélie s'intensifia lorsqu'un colis suspect arriva à son école, une boîte anonyme contenant une note manuscrite rédigée en lettres grossières. « Arrêtez, ou elle sera la prochaine. » À l'intérieur, une photo d'Amélie, prise à son insu alors qu'elle jouait dans un parc, accompagnée d'un jouet brisé, une poupée avec un bras arraché. Cette tentative directe d'intimidation, visant une fillette déjà traumatisée, fit exploser la rage de Claire et Victor. Ils déplacèrent immédiatement Amélie dans un lieu sécurisé à l'extérieur de Los Angeles, une maison surveillée par une équipe d'anciens Navy SEALs engagée par Victor. Chaque visiteur devait passer par une reconnaissance faciale. Chaque entrée était protégée par des caméras et des alarmes. Victor devint une forteresse humaine, un mur infranchissable entre sa fille et le monde. Mais ce n'était pas seulement la sécurité d'Amélie qui alimentait leur colère. C'était la révélation, par Julien, qu'un autre enfant, Lucas, un garçon de 11 ans, avait été victime de Valier 2 ans plus tôt. Lucas avait eu une côte brisée lors d'une interpellation pour avoir traversé hors des clous, mais sa plainte avait été étouffée par Lefebvre, qui avait menacé la famille de représailles, allant jusqu'à envoyer des officiers intimider la mère de Lucas chez elle. Cette histoire, cachée pendant des années, fit bouillir le sang de Claire. « Combien d'autres enfants ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Combien ont-ils brisé avant qu'on ne les arrête? Combien de familles ont-ils terrorisé pour protéger leurs monstres? » Au tribunal, l'atmosphère était électrique, chaque jour révélant une nouvelle couche de corruption et de cruauté. L'enregistrement de l'appel d'urgence d'Amélie, joué sans introduction, figea la salle. Sa voix tremblante, « Je n'ai rien fait. S'il vous plaît, arrêtez. » Suivi du craquement atroce de son bras, résonna comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant. Une jurée étouffa un sanglot, une main sur la bouche. Le juge serra la mâchoire, ses doigts crispés sur son marteau, et même les avocats de Valier baissèrent les yeux, incapables de soutenir le poids de la vérité. Les rayons X montrant les os fracturés d'Amélie, les photos de ses bleus sur ses poignettes frêles, et la reconstitution minutieuse des événements à partir des caméras de surveillance, des registres hospitaliers et des données GPS de la voiture de Valier accablèrent de la défense. Claire prit la parole, sa voix mesurée mais brûlante, d'une colère contenue qui semblait faire vibrer la salle. « J'ai frappé Valier, non pas parce que j'ai perdu le contrôle, mais parce qu'il pensait qu'il était intouchable, » déclara-t-elle, ses yeux fixés sur le juge, chaque mot comme un coup de marteau. « Il a brisé le bras d'une enfant de 9 ans et a ri. Il a cru qu'il pouvait s'en sortir, comme il l'avait fait tant de fois avant. Je lui ai prouvé qu'il avait tort. » L'objection de la défense fut balayée d'un revers de main par le juge, un homme dont le regard trahissait une colère croissante face à l'ampleur de l'injustice. Puis vint le témoignage de Lucas, le garçon de 11 ans, qui monta à la tribune, ses mains tremblant mais sa voix claire, portée par un courage qui semblait défier son jeune âge. « Il m'a poussé contre un mur pour avoir traversé la rue, » dit-il, ses yeux fixés sur Valier, qui n'osait pas lever la tête.
J'ai entendu ma côte craquer. J'avais mal, mais j'avais encore plus peur. Ma mère a porté plainte, mais ils ont dit qu'on mentait. Ils sont venus chez nous, ils ont menacé de nous expulser si on parlait encore. » La salle entière retint son souffle, la rage montant comme une vague prête à tout engloutir. Ce n'était pas seulement Amélie, c'était un schéma, une machine bien huilée qui broyait les plus vulnérables pour protéger les puissants. Sophie, l'infirmière, témoigna ensuite, révélant les menaces de Paul Garnier pour la faire taire. Elle joua l'enregistrement de sa voix menaçante. « Si tu continues à fouiner, on saura où trouver ta famille. » Julien, l'ancien policier, exposa les pots de vin de Lefebvre, projetant des dossiers accablants sur un écran pour que le monde entier les voie. Chaque témoignage était un coup de bélier contre le mur de l'injustice. Chaque mot un cri pour la vérité, chaque révélation une flamme attisant la colère collective. Mais le moment le plus poignant, celui qui fit trembler la salle, fut celui où Amélie monta à la tribune. Escortée par sa mère, elle semblait si petite dans cette chaise immense, son attelle blanche contrastant avec sa robe bleu pâle. Pourtant, lorsqu'elle parla, sa voix résonna comme une cloche dans le silence oppressant. « Il m'a demandé une carte d'identité, mais j'ai 9 ans, » dit-elle, ses yeux fixés sur Vallier, qui restait immobile, le visage blême, incapable de croiser son regard. Je lui ai dit mon nom, que mon papa était Victor Dubois. Il a ri. Puis il m'a tordu le bras, et j'ai entendu le bruit. Ça faisait mal, mais ce qui faisait encore plus mal, c'était qu'il ne m'a pas écouté, comme si je ne comptais pas. Elle marqua une pause, sa voix tremblante mais ferme, portée par une force qui semblait venir d'ailleurs. Mais je compte, et tous les enfants comptent. Elle brandit un dessin réalisé de sa main valide, une fillette tenant un mégaphone, entourée d'une foule sous-titrée « Sa voix compte ». La salle entière se leva, un élan spontané de respect et de solidarité, des larmes coulant sur les joues des spectateurs, des murmures de soutien emplissant l'air. Claire, assise à côté de Victor, sentit une larme couler sur sa joue, mais sa rage restait intacte, une flamme inextinguible. Vallier, lui, restait figé, son arrogance brisée, son nom désormais synonyme de honte. Après 8 jours de témoignages accablants, le jury délibéra pendant seulement 6 heures, un temps record pour une affaire aussi lourde. À 16h11, la porte de la salle de délibération s'ouvrit et le verdict tomba comme un couperet. Coupable d'agression aggravée sur mineur, coupable d'abus d'autorité, coupable de tentative d'évasion de justice. Vallier fut menotté sous les yeux de la foule, son badge arraché, son uniforme souillé par sa propre infamie. Il ne parla pas, ne supplia pas, ne leva même pas les yeux. Dehors, des centaines de personnes attendaient, leurs pancartes brandies haut, leurs cris de joie résonnant dans les rues de Wilmington comme un chant de victoire. Claire, Victor et Amélie descendirent les marches du tribunal, entourés de conseillers juridiques et de leaders communautaires. Victor s'arrêta brièvement, répondant à un journaliste qui criait. « Que se passe-t-il maintenant? »« Maintenant, dit-il, sa voix comme un grondement de tonnerre. Nous construisons un monde où une Dubois n'est pas nécessaire pour être entendue, où chaque enfant, chaque voix, chaque vie compte. » Mais la lutte était loin d'être terminée. Claire et Victor lancèrent officiellement l'initiative Poing d'acier à l'échelle nationale, ouvrant des bureaux dans 20 États, recrutant des avocats des droits civiques, des détectives à la retraite, des analystes numériques et des conseillers en traumatologie. Leur site, poingdacier.org, recueillit plus de 31 000 témoignages de victimes d'abus policiers en quelques jours. Chaque histoire, un cri de douleur, chaque nom une preuve de la corruption systémique. Pourtant, le système contre-attaqua avec une férocité désespérée. Claire fut arrêtée sans motif clair, accusée d'agression sur Vallier dans une tentative évidente de vengeance. L'arrestation, filmée par des voisins, devint virale, montrant des officiers la menottant brutalement devant chez elle.
son poignet marqué par les menottes, son regard défiant malgré la douleur. Cette tentative de la faire taire, ce nouvel affront contre une femme qui n'avait fait que défendre sa nièce, fit exploser la colère du public. Victor, avec une équipe d'avocats et un agent fédéral du département des droits civiques, la libéra en quelques heures, prouvant que son arrestation était illégale, un coup monté par Lefebvre et ses alliés. Mais la menace la plus terrifiante vint sous la forme d'une vidéo anonyme envoyée à Claire. Un drone filmant l'école d'Amélie, un homme au visage flou observant depuis la clôture, ses mains dans les poches, son attitude menaçante. Le clip, d'à peine 10 secondes, était un message clair. Il ne visait plus seulement Claire et Victor. Il visait Amélie, encore une fois. Cette menace directe contre une enfant fit bouillir le sang de Claire et Victor. Ils renforcèrent la sécurité autour d'Amélie, la déplaçant dans un lieu encore plus sécurisé, surveillé par une équipe élargie d'anciens Navy SEALs. Chaque entrée était protégée par des caméras à reconnaissance faciale, chaque mouvement surveillé. Victor devint plus qu'un père, il devint un rempart, une forteresse humaine prête à tout pour protéger sa fille. Mais Claire savait que la peur ne suffirait pas à les arrêter. Elle organisa une conférence de presse d'urgence sur les marches du tribunal fédéral de Los Angeles, sous les yeux de milliers de spectateurs, avec des hélicoptères survolant la scène et des reporters se bousculant pour capturer chaque mot. Victor prit la parole, sa voix résonnant comme un appel aux armes. Ils nous ont dit d'arrêter. Ils nous ont menacés. Ils ont ciblé ma fille, encore et encore. Alors maintenant, nous arrachons le rideau, et nous ne le faisons pas seuls. Claire brandit un disque dur, ses yeux brillants d'une colère froide. Ici se trouvent 49 mémos internes, 12 dossiers personnels scellés, et plus de 31 000 témoignages de victimes. Tout était caché, jusqu'à aujourd'hui. La foule explosa, les téléphones s'allumant pour diffuser l'instant, les cris de soutien faisant trembler les murs. Puis Amélie s'avança, tenant le micro de ses deux mains, sa voix claire malgré sa petite taille. « Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 10 ans. Un homme m'a cassé le bras et m'a fait sentir que je ne comptais pas. Mais je compte, et tous les enfants comptent. » Elle leva un nouveau dessin. Une fillette avec un mégaphone, entourée d'une foule immense, avec les mots « Sa voix compte ». La foule se leva, les larmes aux yeux, les poings levés. Et dans cet instant, Amélie devint plus qu'une victime. Elle devint le symbole d'un mouvement, une étincelle pour une nouvelle ère, un cri de ralliement pour tous ceux que le système avait voulu faire taire. Si cette histoire vous met en rage, si l'injustice vous brûle comme elle nous consume, laissez un « Justice pour tous » dans les commentaires et partagez ce récit pour que la voix d'Amélie résonne dans le monde entier. Si vous refusez de tolérer ce système corrompu, montrez votre soutien en likant cette vidéo et ensemble, faisons tomber les murs de l'oppression pour que chaque enfant, chaque voix, chaque vie soit entendue. L'histoire d'Amélie Dubois, une fillette de 9 ans dont le bras a été brisé par un policier raciste, Marc Vallier, et la bataille acharnée de sa famille pour obtenir justice, est bien plus qu'un récit de douleur et d'injustice. C'est une leçon de résilience, de courage et de responsabilité collective qui résonne profondément dans nos cœurs et nous pousse à réfléchir sur notre propre rôle dans la société. En tant que spectateurs de cette saga, nous sommes confrontés à des émotions brutes, la rage face à l'injustice, l'admiration pour le courage d'une enfant et l'espoir suscité par la solidarité communautaire. Mais au-delà des émotions, cette histoire nous offre des leçons précieuses, des principes que nous pouvons appliquer dans nos vies quotidiennes pour construire un monde plus juste, plus humain et plus équitable. D'abord, l'histoire d'Amélie nous enseigne l'importance de la résilience face à l'adversité. Amélie, malgré son jeune âge et la douleur physique et émotionnelle qu'elle a endurée, a trouvé la force de témoigner au tribunal, de brandir son dessin symbolisant sa voix et de devenir un symbole d'espoir pour d'autres victimes. Sa capacité à transformer sa souffrance en un cri de ralliement
nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons puiser dans notre force intérieure pour nous relever. Dans nos vies, nous faisons tous face à des épreuves, des injustices au travail, des discriminations dans nos communautés ou des défis personnels qui semblent insurmontables. La leçon ici est claire. Ne jamais céder au désespoir. Comme Amélie, nous devons trouver en nous le courage de parler, d'agir et de transformer nos blessures en une force pour le changement. Par exemple, si nous sommes témoins d'une injustice dans notre entourage, nous pouvons choisir de ne pas rester silencieux, mais de dénoncer, de soutenir ou d'agir, même si cela demande du courage. Ensuite, l'histoire met en lumière le pouvoir de la solidarité. Sans la mobilisation de Claire, Victor, Sophie, Julien et des milliers de manifestants, l'affaire d'Amélie aurait pu être étouffée, comme tant d'autres avant elle. La communauté, unie par une indignation partagée, a amplifié la voix d'une fillette jusqu'à ce qu'elle devienne un cri national. Cela nous rappelle que, seuls, nous sommes vulnérables, mais ensemble, nous sommes une force inarrêtable. Dans la culture française, où les valeurs de fraternité et d'égalité sont au cœur de notre identité, cette leçon est particulièrement pertinente. Nous pouvons l'appliquer en soutenant des causes locales, qu'il s'agisse d'aider un voisin en difficulté, de participer à des manifestations pour les droits humains ou de donner de notre temps à des associations. Par exemple, rejoindre une organisation caritative ou signer une pétition pour une cause juste peut sembler modeste, mais ces petits actes, multipliés par des milliers, créent un impact monumental. Une autre leçon essentielle est la nécessité de combattre la corruption et l'abus de pouvoir, même lorsque cela semble impossible. Bernard Lefebvre, Paul Garnier et leurs complices pensaient être intouchables, protégés par un système corrompu. Pourtant, la ténacité de Claire et Victor, combinée aux preuves accumulées par Julien et Sophie, a démantelé leur empire de mensonges. Cela nous enseigne que l'injustice prospère dans le silence et l'inaction, mais qu'elle s'effondre face à la vérité et à la persévérance. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cette leçon en refusant de fermer les yeux sur les abus, qu'ils se produisent dans nos lieux de travail, nos écoles ou nos institutions. Par exemple, signaler un comportement discriminatoire au travail ou exiger la transparence dans une organisation locale peut être un premier pas pour briser le cycle de l'injustice. Comme Claire, nous devons être prêts à confronter les puissants, même si cela implique des risques. Enfin, l'histoire d'Amélie nous rappelle l'importance de donner une voix à ceux qui sont ignorés. Lucas, l'autre victime de Valier, avait été réduit au silence pendant des années, sa douleur cachée par la peur et les menaces. Ce n'est qu'avec le courage d'Amélie et la plateforme créée par l'initiative Pointe d'Acier qu'il a pu parler. Cette leçon est universelle. Nous devons amplifier les voix des marginalisés, des enfants, des minorités, de tous ceux que le système cherche à faire taire. En France, où la devise « Liberté, égalité, fraternité » guide notre société, cela signifie écouter activement les plus vulnérables et leur offrir notre soutien. Par exemple, nous pouvons organiser des ateliers communautaires pour les jeunes, participer à des programmes de mentorat ou simplement tendre l'oreille à ceux qui se sentent invisibles. Chaque geste compte pour redonner du pouvoir à ceux qui en ont été privés. En conclusion, l'histoire d'Amélie Dubois n'est pas seulement un récit de lutte contre l'injustice, c'est un appel à l'action pour chacun de nous. Elle nous pousse à être résilients, solidaires, courageux face à la corruption et à défendre les voix oubliées. Appliquons ces leçons dans nos vies quotidiennes. Dénonçons les abus, soutenons nos communautés et n'oublions jamais que chaque voix compte. Ensemble, nous pouvons construire un monde où une fillette de 9 ans n'a pas besoin d'être la fille d'une légende pour être entendue. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la justice et en la puissance de la solidarité, laissez un « Justice pour tous » dans les commentaires et partagez cette vidéo pour amplifier la voix d'Amélie. Likez,
Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans ce combat pour un monde plus juste. Ensemble, faisons trembler les murs de l'injustice.